Avant de commencer cet épisode, nous vous rappelons que nous avons ouvert une page Patreon. Retrouvez-nous sur notre page Patreon pour nous soutenir. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode intitulé « Interpréter les traces de l'activité médiatisée », où nous parlerons du travail à distance et de la place de l'individu dans cette activité. Nous aborderons notamment les nouvelles technologies et la façon dont nous pouvons observer le travail, mais également comment rendre compte du travail. Au micro, pour cet épisode, nous retrouverons Théo Poré et Paul Fortabat. Bonjour Théo. Bonjour Paul. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier. C'est la suite de l'épisode 2 de la saison 1 que vous avez pu écouter avec Martin Chadouin, un super invité qu'on remercie encore, qui était sur le télétravail et ses apports. On a abordé la question du télétravail, de l'organisation, et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, on peut aller chercher des choses plus loin sur le télétravail, et donc on a décidé d'inviter un nouvel invité. Théo, ce nouvel invité, qui est-ce ? Ce nouvel invité, c'est donc Marc-Éric Bobillier-Chaumont, qui est dans une discipline un peu différente de Martin Chadouin, qui est ergonome, et qui, lui, officie en psychologie du travail. Donc bonjour Marc-Éric. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter sur votre parcours ? Bien sûr. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureux donc de participer à cette réflexion sur ce télétravail dans ces podcasts. Alors du coup, je suis Marc-Éric Bobillier-Chaumont. Je suis professeur de psychologie du travail, titulaire de la chaire de psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers et aussi responsable national de ce diplôme de psychologue du travail. Alors mes travaux portent sur les usages et les incidences des technologies, notamment émergentes, sur les activités, qu'elles soient professionnelles ou sociodomestiques. Et je m'intéresse notamment aux nouvelles formes de travail, aux nouvelles modalités d'activité, à leurs incidences sur la santé au travail et aussi aux conditions d'acceptation de ces technologies émergentes à partir de l'activité. Voilà. Et donc, au passage, je remercie également le CNAM de nous prêter ses locaux pour enregistrer ce podcast en présentiel. Donc pour commencer, donc vous nous avez dit que vous abordez le télétravail beaucoup par la technologie, par l'acceptation aux outils dans le télétravail. Mais en premier lieu, est-ce qu'on peut vous demander quelle est la définition du télétravail, ou en tout cas votre définition ? Alors moi, j'essaie d'inclure le télétravail dans une définition un peu plus générique, ce que j'appelle le travail médiatisé à distance, qui implique différentes modalités de télétravail ou d'activités à distance sur lesquelles on pourra revenir plus tard, mais où il y a différents points clés que j'essaie moi aussi de clarifier et de caractériser dans mes recherches. D'abord, quand on parle de travail médiatisé à distance, c'est-à-dire qu'il y a un artefact technologique qui médiatise cette activité, c'est-à-dire qu'on passe par une technologie pour réaliser une activité, notamment à distance, qu'elle soit nomade, mobile, hybride, etc. La deuxième chose, c'est que du fait d'utiliser un artefact qui médiatise notre activité, ça va impliquer un certain nombre de modifications, de transformations sur la nature, sur les règles, sur le contenu, sur les modalités, sur les repères de ce travail. Donc c'est une activité qui est bien sûr plus distante, puisque c'est une des caractéristiques de ce télétravail, mais pas seulement. C'est une activité qui est plus dématérialisée, c'est une activité aussi qui est plus invisible et plus intangible, qui est plus aussi individuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, on y reviendra certainement aussi, c'est-à-dire la difficulté de rendre compte, de rendre visible et de rendre reconnaissable cette activité pour soi, pour les autres. Et puis, c'est une activité aussi qui est souvent plus automatisée, plus dispersée, et également qui réclame ce qu'on appelle une multi-activité, c'est-à-dire un travail sur le travail ou un métatravail. Autre caractéristique aussi de ce travail médiatisé à distance, moi qui m'intéresse, c'est l'idée que cette activité elle est de plus en plus éclatée, distribuée entre des hommes. Alors on parle d'équipes virtuelles, d'équipes en réseau, ce qu'on retrouve aussi dans le télétravail, mais aussi entre des hommes et des machines. Et là, on est dans l'activité mutualisée entre des hommes ou des machines, ou, autre caractéristique, toute ou partie de l'activité humaine est déléguée à ces systèmes techniques. Alors à savoir laquelle ? Est-ce que c'est la partie la plus intéressante, la plus valorisante, la plus qualifiante, qui est le cœur du métier et qui donne du sens aussi au travail, qui va être déléguée ou pas à ces machines ? Et puis, une dernière chose, et qu'on retrouve aussi dans cette activité médiatisée à distance, c'est aussi la possibilité qui est donnée aux organisations, grâce à ces outils, de pouvoir rendre compte, contrôler, évaluer, superviser ce travail qui n'est plus là, qui est à distance, mais grâce à des outils et par des indicateurs. Mais ces indicateurs révèlent-ils bien le travail qui doit être fait, donc la tâche, ou le travail qui est fait réellement, c'est-à-dire l'activité ? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et toutes ces modifications, ces transformations sur ce travail médiatisé à distance impliquent à la fois une refonte des compétences, c'est-à-dire c'est d'autres compétences, d'autres savoirs à développer pour
développer ce travail médiatisé à distance. Ce sont aussi d'autres règles de métier, d'autres pratiques. Et puis aussi un renouvellement aussi de l'exercice et de la définition même de ce métier par rapport effectivement à des objectifs, des finalités, des modalités qui sont un peu différentes. Donc ça, c'est aussi un accompagnement de ces pratiques professionnelles. Autre implication aussi, c'est l'idée qu'il n'y a pas simplement un changement d'activité, pas simplement de nouvelles technologies qui sont utilisées pour maintenir cette activité à distance, mais il y a aussi, je dirais, les conditions de réalisation de cette activité au sens générique et général du terme qui évoluent. Par exemple, on parle des espaces de travail qui accompagnent aussi ces travails médiatisés à distance. On est de plus en plus dans du flex office ou dans ce qu'on appelle de l'activité-based workplace, et puis aussi des nouveaux modes de travail. Alors on retrouve sous ce terme, ce que je qualifiais tout à l'heure d'activité médiatisée à distance, du travail nomade, du travail mobile, du télétravail, des tiers-lieux, de la téléconsultation, du coworking, etc. Et puis, une dernière chose aussi, c'est qu'il y a aussi des nouveaux modes d'organisation du travail qui accompagnent ce travail médiatisé à distance. Alors, on parle de mode agile, on parle de lean management, on parle d'entreprise libérée, justement pour libérer un peu les flux et les capacités de travail. Encore faut-il que ça soit vraiment adapté au travail et au contenu de la tâche à réaliser, à des nouveaux modes de management. C'est des modes de management à distance, panoptique, par algorithme aussi, qu'on retrouve, et puis aussi de nouvelles gestions d'emploi. Alors on parle de plateformes numériques de travail, etc. Donc on voit que finalement, dans ce travail médiatisé à distance qui englobe le télétravail, il y a tout un ensemble de transformations, d'évolutions, de reconfigurations qui touchent le métier, les pratiques, le travail, l'organisation, le management, et qui nous intéressent, nous, pour accompagner, anticiper, et que ça soit au mieux accepté. Voilà. Ça fait une définition très large pour dire juste qu'est-ce que c'est le télétravail. Justement, vous avez parlé de travail médiatisé. En fait, derrière médiatisé, il y a le média. Donc il y a des outils. Vous avez parlé des artefacts à un moment donné. Vous utilisez plusieurs termes. Et finalement, ces outils, ce que vous nous dites, c'est que on va les utiliser dans plusieurs lieux différents, dans plusieurs façons différentes. On est sur du travail, on va dire, à distance, pour être plus général. Mais au final, est-ce que ces outils vont déterminer la forme que va prendre le travail entièrement ? Est-ce que ce sera toujours la même forme, peu importe où on se trouve ? Comment ces outils définissent le travail, finalement ? Finalement, le gros, c'est le portable et l'ordinateur. Comment ce portable et cet ordinateur vont définir le travail, sachant que c'est jamais vraiment la même chose, puisque, je sais pas, un employé de banque à distance, c'est pas la même chose qu'une secrétaire à distance. Il y aura toujours des différences là-dessus. Mais en gros, comment l'outil définit la forme du travail ? Définit parce que c'est encore une fois un artefact, donc un outil qui définit, paramètre aussi le travail à faire et la façon de faire ce travail. Ça, c'est la définition d'artefact ? Alors la définition de l'artefact, c'est un outil artificiel qui est construit pour représenter, véhiculer, transmettre, produire une activité ou une information, ou stocker une information. Ça, c'est un artefact. Donc un post-it, ça peut être un artefact, un tableau est un artefact, un ordinateur un artefact. Mais pour reprendre un peu les perspectives instrumentales chères à l'ergonomie qui sont celles de Rabardel, cet artefact, il faut le transformer en instrument, qui est un outil qui a du sens dans l'activité, et donc pour qu'il soit approprié par rapport à des processus, si on reprend la perspective en ergonomie, mais c'est aussi en sociologie des usages, de l'appropriation, globalement. Et donc, il faut que je puisse aussi trouver, je dirais, des moyens d'adapter cet outil à ma façon d'être et de faire cette activité, mais aussi de pouvoir développer et faire évoluer mes compétences, mes capacités, mes savoir-faire par rapport aussi aux exigences de ces dispositifs pour me transformer ou faire évoluer mes propres pratiques professionnelles eu égard à ce qu'exige cet outil, dans certaines situations aussi. Et c'est toute la difficulté de trouver des instruments qui effectivement conviennent. On parlait de ces contextes effectivement que vous évoquiez, c'est-à-dire des contextes qui sont très différents entre un domaine de service, un domaine de production, d'information, et puis aussi à des contextes qui peuvent être variés. Ça peut être un contexte sédentaire qui est au bureau, mais qui peut être à la maison, puis un contexte mobile ou nomade, où là, effectivement, je suis dans des environnements que je ne maîtrise pas parfaitement. Et donc, par rapport à ces différents contextes, à ces différentes tâches, il faut pouvoir aussi disposer d'outils qui conviennent au travail que je dois faire dans ces contextes particuliers et que je peux ajuster aussi par rapport à des demandes spécifiques qui surgissent dans ces contextes. Je vous donne un exemple pour être plus concret. Nous avons une thèse actuellement qui est sur les éducateurs mobiles
donc qui suivent des enfants qui sont placés dans des familles. Et avant, ils étaient des éducateurs sédentaires, c'est-à-dire les enfants étaient regroupés au sein de maisons. Et là, les enfants donc sont plutôt disséminés dans des familles. Et c'est l'éducateur qui va visiter ces familles pour pouvoir les accompagner. Et donc, on essaie de comprendre quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle activité à distance, selon les critères que j'ai évoqués précédemment, en termes d'organisation, de management, de nature d'activité. Et on regarde aussi si les outils sont bien adaptés à ces nouvelles tâches ou activités à réaliser. Donc, qu'est-ce qu'ils font réellement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en plus qu'ils ne faisaient pas auparavant? Et on voit effectivement, par exemple, que les outils qui convenaient bien dans un contexte particulier de sédentaire, ou même les outils qu'on pensait être adaptés à cette situation nomade, par exemple, on pense souvent à des tablettes mobiles, eh bien, ne sont pas du tout adaptés aux exigences de cette activité, notamment parce qu'ils doivent saisir beaucoup d'informations, de documents, de textes, et donc ouvrir plusieurs applications en même temps, donc faire du multifénétrage. Or, il est impossible sur un iPad de faire du multifénétrage. De la même façon, parfois, on donne aussi des applications sur mobile, mais ou des applications sur écran qui correspondent bien à un environnement, je dirais, qui est assez contrôlé en termes d'ambiance lumineuse, sonore, etc., ou même en termes d'interaction vocale. Mais lorsque ça se produit à l'extérieur, dans un environnement bruyant ou avec une forte luminosité, où il faut saisir aussi peut-être des informations avec différents interlocuteurs, l'application ou les applications ne sont pas adaptées à ces caractéristiques-là. Donc il y a effectivement à comprendre un peu quels sont les contextes, les situations, les circonstances de la réalisation de ces activités pour développer des outils. Et on peut le voir enfin, et je pense que ça a été aussi très intéressant cette période de travail forcé ou de travail médiatisé distant forcé, c'est qu'on a pu voir aussi comment certains outils qui étaient acceptés à la marge dans des situations normales, c'est-à-dire au bureau, devenaient inacceptables dans des situations à distance, parce que là, on devait faire face seul aux difficultés que posait l'outil, aux contraintes qu'imposait le dispositif sur son activité, et que ça ne devenait pas du tout adapté à cette situation qu'on vivait chacun dans nos locaux, dans nos logements. Voilà. Oui. Et vous avez abordé d'ailleurs un point qui semble être aussi central dans vos recherches, c'est la question d'acceptation et d'acceptabilité. Vous l'avez évoqué, là, par exemple, on est capable d'accepter un outil dans un contexte donné et qu'il ne soit pas dans un autre contexte. Donc la question qu'il faut se poser... déjà, si on peut expliquer rapidement ce qu'est l'acceptation et l'acceptabilité. Alors on peut peut-être définir effectivement l'acceptabilité à trois niveaux, enfin tel que moi je l'ai défini sur ce que j'appelle une trajectoire d'usage. C'est-à-dire il y a l'acceptabilité pratique qui serait le plus proche de ce qu'on pourrait envisager comme respect des principes ergonomiques, c'est-à-dire une expérience utilisateur qui est favorable et acceptable et qui induit finalement l'acceptation des outils. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une acceptabilité pratique ou instrumentale, qui respecte des critères ergonomiques, de conception, et qui favorise un confort d'usage. C'est un premier niveau et qui est nécessaire. Il y a le deuxième niveau, qui est l'acceptabilité sociale, et qui est plutôt basé sur des mécanismes sociocognitifs, qui essayent de comprendre quelles sont les perceptions que les individus se font des technologies à partir de séances de communication, de formation qu'on a, de discours que l'on peut avoir, ou des premiers usages qu'on a sur un outil. Et donc, selon ces représentations ou des perceptions qu'on a sur ces outils, eh bien, on développe des intentions d'usage qui vont nous conduire à accepter ou pas ces technologies. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, je dirais, déterministe, de très rationnel, où on peut essayer, en tout cas, d'anticiper et de déterminer, à partir d'évaluations quantitativistes, si les gens vont accepter ou rejeter les technologies à partir de grilles de mesure et d'échelles de mesure. C'est ça un peu l'idée. Donc ça, c'est la perception que les gens ont vis-à-vis de l'apport possible de technologie, vis-à-vis de ce qu'ils pensent que la technologie pourra leur apporter ou leur enlever. Et puis il y a un troisième niveau, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans nos recherches, c'est par rapport à l'activité. C'est-à-dire que nous, c'est moins... essayer d'évaluer la perception favorable ou défavorable que les gens ont des technologies que d'évaluer l'effet favorable ou défavorable que la technologie a sur l'activité. Donc nous, on s'intéresse moins à l'acceptabilité des nouvelles technologies qu'à l'acceptation des nouvelles pratiques qui sont permises, empêchées ou qui sont transformées par ces dispositifs. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est important parce que souvent, on pense que parce qu'on a accepté une technologie dans un certain contexte ou
ou dans un processus de formation, eh bien, les personnes vont continuer à l'accepter, quel que soit ce contexte, donc par les contextes à distance, dans des contextes spécifiques d'activité, alors que l'activité a changé et donc les attentes et les besoins auront changé aussi. Donc c'est bien aussi de situer toujours cette acceptation dans l'activité. Donc à l'écoute de ce que vous venez d'évoquer, une question qui me vient directement à l'esprit, ça va être, est-ce que vous avez des cas où les personnes acceptent a priori l'outil, mais ce qui se rend compte après coup qu'il a transformé l'activité de façon négative. Et du coup, si c'est le cas, qu'est-ce que ça induit pour nous en tant que pratiquants ? Alors du coup, oui, on a souvent cette situation-là. C'est lorsque on interroge des personnes sur la représentation, donc cette acceptabilité sociale, hein, donc sur la représentation qu'ils ont d'une technologie à venir, à partir, encore une fois, de séances de formation, de sensibilisation, de communication. Et notamment, je pense à un logiciel intégré de gestion, qu'on appelle un ERP, qui a été déployé dans une grande entreprise de voyage. Et donc, on a, auprès des 1500 salariés, déployé des questionnaires, des échelles de mesure. On leur demande très précisément s'ils pensent que la technologie peuvent leur apporter certaines choses, vont leur enlever certaines choses, peut leur permettre d'être plus efficaces ou efficients, leur développer plus de plaisir, plus de meilleurs contacts avec les usagers, mais encore une fois, dans quelque chose qui est complètement prophétique, quoi, qui est complètement désincarné. Hein. Et il faut savoir aussi que ce questionnaire et cette étude a été réalisée dans un contexte où il y avait une restructuration importante. Donc on peut se poser légitimement la question sur la désirabilité sociale, c'est-à-dire en quoi les questions sont réellement, retranscrivent réellement le ressenti des personnes, l'impression ou les craintes des personnes. Bref, toujours est-il qu'ils ont répondu favorablement, très favorablement à l'adoption de l'outil et qu'ils étaient tout à fait d'accord par rapport aux contributions possibles sur leur activité, leur métier, sauf que quand la technologie est arrivée, ça a généré beaucoup de troubles dans le travail, beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup aussi de désordre dans l'activité et puis de souffrance aussi, puisque les individus n'arrivaient pas à réaliser cette activité, ce travail, et du coup, beaucoup de rejet. Et c'est vrai que dans cette acceptation située, nous, ce qu'on cherche aussi à voir, s'il y a une concordance entre les valeurs et les critères de qualité que souhaite réaliser l'individu dans son travail, et celles qui sont, en tout cas, attendues ou suscitées par la technologie. Il faut que les deux soient convergentes. Si la technologie ordonne ou exige des formes de travail qui sont contraires à la qualité, aux règles de métier de l'usager, bien évidemment, ce ne sera pas acceptable dans le cadre de l'activité. Et là, c'est quelque chose qui peut être très dommageable sur le bien-être du salarié. Vous avez parlé des individus à un moment donné, finalement l'impact de la technologie sur l'individu dans son travail. Si je résume bien, peut-être que je me suis trompé et que je n'étais pas du tout dedans. Derrière la question de l'individu, il y a aussi la question du collectif. Et aujourd'hui, quand vous aviez abordé la question du travail à distance qui avait été forcé par le Covid, finalement, c'est l'individu qui se retrouve seul chez lui. Et aujourd'hui, est-ce que le collectif il réussit à se maintenir malgré cette distance ? Ou comment on fait ? Comment le collectif il se maintient par rapport à la distance ? Est-ce qu'il est vraiment éclaté à 100% La vraie question, c'est est-ce que l'outil permet de maintenir ce collectif même en travaillant à distance ? Alors, je pense qu'il y a une confusion entre justement ce que pouvaient maintenir les technologies à distance. On parlait tout à l'heure d'une activité individualisée. Alors, elle est devenue très individualisée, c'est-à-dire que on est quand même chez soi à travailler devant son ordinateur pour réaliser un travail morcelé, éclaté, comme je l'évoquais. Les technologies ont aussi essayé de maintenir, alors pas un collectif de travail, mais un travail collectif, c'est-à-dire fait de coordination, de collaboration entre les gens, où les gens devaient échanger, produire ensemble. Et là, à nouveau, la technologie permet de maintenir un travail collectif où les gens travaillent plus ensemble, mais seuls devant leur ordinateur, Et là, c'est aux dépens d'un collectif de travail. Et on est vraiment entre ce que j'appelle l'isolement et la solitude, pour reprendre la distinction qu'un psychosociologue, Sébastien Landré, a évoquée. Alors, l'isolement, c'est quoi ? C'est le fait de se retrouver effectivement éloigné d'une équipe de travail et de devoir rendre compte systématiquement de ce que l'on fait, de là où on en est, pour que les autres
et un petit peu s'ajuste à notre façon de travailler, mais aussi s'ajuste à l'avancement de notre travail. Ce qui se faisait de manière un petit peu naturelle et spontanée quand on était au bureau, où les gens prélevaient des informations, avaient une écoute un petit peu flottante pour savoir où on en était et s'ajuster ou demander des informations. Maintenant, il faut qu'on puisse rendre visible ce travail qui est devenu invisible. Et donc, envoyer des emails, informer, etc. Donc, il y a l'idée, effectivement, de se coordonner, de s'ajuster par rapport à cette mise en visibilité, en cette reconnaissance au travail, pour maintenir ce travail collectif. Et les technologies le permettent, que ce soit des outils de partage d'informations, de documents, des outils de visioconférence, des outils de messagerie instantanée, des réseaux sociaux, etc. Et puis, il y a le deuxième aspect, et là, on touche le collectif de travail, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'on peut être seul au milieu des autres. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup collaborer, mais malgré tout, pas se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir exprimer à la fois ses doutes, ses difficultés au travail, trouver des ressources chez les autres. Et puis, ce qui était nouveau aussi dans ce travail à distance, c'est de se débrouiller tout seul, face à, encore une fois, une activité qui a changé. Et la force d'un collectif du travail, c'est à la fois de redéfinir des règles de métier, d'activité, donc savoir agir dans des situations un peu nouvelles, avec ce patrimoine qu'on va réutiliser, mais aussi faire face à des dilemmes de travail. C'est-à-dire, souvent, on se dit, qu'est-ce que je devrais faire dans un cas? Ceci ou cela? Si on a un collectif derrière nous, on assume, on est légitime pour agir. Mais quand on est tout seul, on doute. Et là, on doute et on n'a pas l'impression de soit bien faire, soit de respecter ou d'agir pour le bien commun ou le bien de notre métier. Et c'est là où, à mon avis, les entreprises et les professionnels pêchent, c'est l'absence d'environnement qui permet à ces collectifs de débattre, de discuter sur ce travail à distance. Parce que je pense qu'on a une formidable occasion, avec l'expérience de ce travail médiatisé à distance, où chacun a acquis un savoir particulier sur des ressources, des stratégies, des modes de régulation, des outils qui fonctionnent plus ou moins bien, mais par rapport à la situation, d'en rediscuter et de redéfinir des règles, pour repenser le travail d'avant, qui allait un cas qui allait moins bien, mais avec lesquels on s'accoutumait finalement, pour essayer de repenser mieux le travail d'après, en fonction de ses apports de chacun, en fonction de ses réflexions communes, en fonction aussi des ressources que chacun approche et d'un développement collectif, une discussion collective sur ce travail. Donc là, il y a effectivement, à mon avis, des réflexions et des débats à déployer dans ce cadre-là. On a justement, on a déjà évoqué un petit peu cette question avec Martin Chadouin lors d'un épisode précédent. C'était vraiment la question du management et le rôle du manager dans le collectif. Vous avez abordé 2 points qui, pour moi, me semblent particulièrement intéressants. La première, c'est la remontée d'infos. Comment on rend visible le travail ? Comment le travailleur va montrer à son manager qu'il a travaillé ? Et la deuxième, vous l'avez dit, c'est la notion de collectif et d'avoir un collectif derrière soi pour se sentir légitime. Et est-ce que justement le manager, ça va pas être à lui d'assumer ce rôle de lien entre les différentes personnes pour maintenir le collectif soudé? C'est un de ses rôles, une de ses fonctions, effectivement. Alors, le pauvre, on lui demande beaucoup, parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'il doit à la fois gérer des transformations, maintenir ses collectifs, organiser ce travail distant et sédentaire, hybride, voilà. Gérer aussi tout ce qui est lié et être responsable de toute la gestion de ce travail et des répercussions en termes de santé au travail. Donc il est impliqué, engagé sur beaucoup de choses. Et donc d'autres travaillent sur aussi la santé de ses managers, mais je crois que ça devrait être aussi une priorité. Toujours est-il que sa fonction, entre autres, effectivement, c'est essayer un peu d'être ce lien dans ce collectif et permettre des espaces de dialogue et de réflexion sur ce travail, alors sans qu'il soit présent, mais en donnant la possibilité à des spécialistes, que ce soit les ergonomes, des psychologues du travail, des spécialistes du facteur humain en général, de pouvoir animer ces sessions pour, encore une fois, recréer des espaces de discussion, de réflexion sur le travail à faire et le travail qui pourrait être mieux fait. Et puis par ailleurs, c'est aussi comment redéfinir ces fameux indicateurs, critères d'un travail. Et là, je crois qu'il y a aussi... alors moi, je le dis souvent, c'est que dans notre approche, alors que on est ici, vous savez, il y a une grosse tradition ici au CNAM par mon prédécesseur d'une clinique du travail, qui lui-même est en clinique de l'activité. Moi-même, si je ne suis pas en clinique de l'activité, j'essaie
de développer une approche que je positionne en clinique des usages, c'est-à-dire on essaie de penser le rôle et la fonction des technologies sur l'activité. Comment on peut développer des technologies qui soient des opérateurs de santé, qui permettent de développer l'activité, de révéler les compétences, de favoriser l'initiative, la créativité, qui sont autant d'éléments pour la santé au travail. Et pour moi, la technologie, elle a un intérêt parce que si on doit partir de l'activité pour penser la technologie, ce que les ergonomes font, on peut aussi partir de la technologie, des transformations technologiques pour mieux repenser cette activité. Alors, repenser aux deux sens du terme, c'est-à-dire repenser en termes d'amélioration, de correction, mais aussi repenser REPAN, SER, c'est-à-dire de soigner un travail. De soigner un travail qui allait mal, qu'on faisait mal et qui nous faisait mal. Et parce que l'outil cristallise sur lui, quand on en discute avec les salariés, tout un ensemble de problématiques de charge de travail, d'intensification, de reconnaissance, de valorisation, d'articulation vie au travail, de management à distance, de problèmes de collectif, de relations interpersonnelles. Or, les technologies peuvent déclencher ces problématiques, mais souvent, elles viennent, comme on l'a vu avec la crise Covid, elles viennent simplement amplifier ou révéler des dysfonctionnements qui existaient auparavant. Et là, je pense que par rapport à cette question sur le rôle du manager, dans cette mise en visibilité du travail, je pense que là, on a l'occasion pour rediscuter, justement, à partir de cette transformation qu'on a vécue, du rôle, de la fonction et surtout de la nature de ces indicateurs, qui sont à la fois importantes pour l'individu, parce que ces indicateurs et la reconnaissance qu'on en tire permet à la fois de donner du sens à notre engagement et de consolider notre identité professionnelle par rapport à ce que l'on fait, et par rapport aussi à ce que l'on produit, mais comment on est perçu par rapport à ce que l'on fait. Donc ça, c'est important. Mais il faut encore que ces indicateurs soient pertinents et révèlent bien le travail que je fais. Or, les indicateurs, une fois qui ont été produits et conçus, étaient faits pour un travail plutôt sédentaire, de bureau, visible, dans une certaine configuration. Là, il y a besoin de recréer des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs performatifs ou de quantitatifs, qui rendent compte de la tâche à faire ou du travail qui est fait, mais plutôt de la qualité de ce travail, et aussi de toutes les activités invisibles qu'on ne voit pas, de tout ce processus pour montrer que quand même, pour arriver là, j'ai eu tout un ensemble de tâtonnements, de difficultés pour pouvoir réaliser. Et donc, c'est mettre en discussion ces indicateurs avec le manager et les collectifs, qui peut être aussi un outil pour redonner du sens aussi un peu à ces éléments-là et redonner de la visibilité à son travail. Donc l'un des objectifs des outils et des modifications dont vous parlez, c'est finalement de retrouver la reconnaissance de l'individu dans son travail. Exactement. Alors, c'est pas retrouver la reconnaissance de l'individu dans son travail, c'est trouver de la reconnaissance de l'activité que fait l'individu, le travail réel, et le réel du travail, pour reprendre aussi une distinction que fait Yves Clos, c'est-à-dire le travail réel, tout ce que je fais en plus pour parvenir à mon travail, et le réel du travail, tout ce que je ne peux pas faire, ce que je n'arrive pas à faire, ou tout ce que je voudrais faire sans pouvoir le faire, mais qui génère de la souffrance. Et comment je fais aussi pour réaliser ce que je devrais faire. Donc, ces indicateurs-là, révéler ce travail pour pouvoir aussi, moi, trouver de la reconnaissance dans ce travail. Pour que cette reconnaissance soit effective, il faut pouvoir disposer d'espaces de discussion entre les professionnels pour pouvoir rendre visible le développement de l'activité que ces discussions sur la reconnaissance a permis. Et c'est ça qui va produire la reconnaissance pour les salariés. Voilà. C'est très intéressant. Et puis, moi, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit que les outils ont révélé en fait les dysfonctionnements qu'on avait a priori, avant leur mise en application. Et effectivement, l'invisibilité au travail, en tout cas, il est présent dans les littératures depuis maintenant des années. Notamment, il y a beaucoup d'études sur les femmes de ménage ou d'autres choses. Et c'est peut-être des questions qui se sont globalisées, on va dire, grâce à l'outil. Et en tant qu'ergonome, je pense que c'est important pour nous aussi de réfléchir dans le sens inverse, de l'outil vers l'activité plutôt que de l'activité vers l'outil. En tout cas, c'est une réflexion qui peut être intéressante. Et je pense, par rapport à cette réflexion que vous aviez, que se posent aussi des questions pour nous, intervenant dans le domaine du travail, de comment rendre aussi visible et accessible cette activité qui devient encore une fois plus invisible, inaccessible et intangible et dématérialisée. Parce que les méthodes qu'on avait jusqu'à présent
abordait des terrains, des personnes, des collectifs qui étaient présents, réels, concrets. Là, il faut penser à des choses des approches qui, pour nous, pour les gens qui sont observés pour avoir un peu ce retour réflexif sur leur propre activité, mais aussi pour l'organisation qui va mettre en place des dispositifs technologiques d'accompagnement d'organisation, rendre lisible et visible cette activité. Et là, nous, on essaie de développer aussi dans nos recherches des moyens pour essayer de définir, de jalonner, de rendre plus matérielle, finalement, cette activité. Voilà. Mais justement, comment on fait, même si c'est en cours de recherche, vous l'avez très bien dit, est-ce qu'il y a des moments où vous avez quand même réussi au travers de ces questions des outils, au travers de ces questions de télétravail ou travail à distance, à quand même arriver à ce que vous vouliez faire, donc redonner la place de l'activité ? Alors, dans le cadre de recherche, effectivement, on a essayé de déployer des méthodes pour accéder, rendre compte à cette activité invisible par l'intermédiaire d'outils ou d'autres méthodologies. Alors, je pense notamment à la méthode de l'objet technique qui essaye de choisir un outil un peu emblématique de l'activité des personnes et qui, donc ça peut être notamment, on l'a fait dans le cadre d'un travail médiatisé à distance dans un établissement du supérieur, on va utiliser Teams, qui est quand même un outil assez emblématique de l'activité, pour savoir ce qu'il dit du travail qui devait être fait ou du travail à faire ou en tout cas des différentes pratiques et activités qui ont été développées avec l'outil. Et donc on leur demande de déconstruire cet outil et en le déconstruisant, c'est-à-dire d'essayer d'identifier quelles sont les fonctions, les différentes fonctionnalités, les différentes fonctions, différentes options associées à cet outil, de voir à quoi ça c'est associé en termes de pratique et d'activité. Et de montrer aussi que il y a un certain nombre, encore une fois, de pratiques professionnelles qui sont associées à l'utilisation de cet outil, notamment la disponibilité. Donc, quand on parle de reconnaissance, il y a aussi se faire reconnaître dans ce travail. Donc, pour dire qu'à la fois, on avance dans l'activité, on fait bien le travail pour que les autres se coordonnent, mais aussi rendre visible ce travail pour se faire reconnaître comme étant un bon salarié, qui fait bien le boulot. Et puis aussi très disponible et accessible. Hors Teams, vous avez des petites pastilles, bleues, oranges, vertes et rouges, qui indiquent si vous êtes disponible ou pas. Mais on ne peut pas être disponible toute sa journée. Et on est aussi apprécié sur sa disponibilité à distance. Quelqu'un est sérieux s'il est disponible et quand je l'appelle ou pas. Et là, ça questionne sur qu'est-ce que je rends disponible ou quand je me rends disponible et quoi je rends disponible dans mon travail à partir de cette pastille. Et donc, ça pose des réflexions. Donc, c'est l'idée aussi de... grâce à cette méthode de l'objet technique, on voit qu'il y a une compétence nouvelle qui est la compétence de mise en disponibilité ou de valorisation. Donc c'est une sorte de méta-travail, donc un travail sur le travail où je dois, quand je suis à distance, identifier, définir ce que je veux rendre disponible aux autres, comment je veux le rendre disponible et aussi comment je vais le retraiter pour qu'il soit facilement accessible par les autres. Donc c'est une tâche supplémentaire qui est différente de la tâche que j'avais par exemple, sur le bureau. Donc, pour nous, la reconnaissance, c'est une activité de reconnaissance à part entière. C'est un travail de reconnaissance qui s'applique au travail que je fais. Et ça, par exemple, cette méthode-là nous a permis de pouvoir toucher, d'accéder à cette pratique particulière qui n'aurait pas été visible sans cette démarche-là. La pastille, c'est la porte ouverte et fermée du bureau, quoi. Par exemple. Un autre exemple de dispositif qu'on a utilisé pour une recherche chez Orange et avec l'INRS, c'était une recherche menée avec Béatrice Caour, Ophélie Morand et Vincent Grosjean, c'est sur justement la déconnexion, l'hyperconnexion au travail, donc l'articulation vie au travail, hors travail, et l'impact psychosocial des technologies sur les salariés. Et pour rendre compte justement de ces activités qui se déroulent chez soi, dans le domaine privé, en vacances, quand le trop-plein du travail se déverse dans l'espace privé à cause des technologies, on a essayé de pouvoir recréer des situations où les gens rendaient compte justement de ces intrusions du travail par les technologies quand ils prennent un repas avec la famille le dimanche, quand ils sont en vacances, et de pouvoir essayer de définir des scénarios qui étaient joués par des salariés acteurs devant un public d'autres salariés pour à la fois que ce soit une situation assez emblématique de façon à ce que chacun puisse s'y reconnaître et assez
caricaturale, je dirais, mais que chacun s'y reconnaisse, et de voir aussi quelles sont les causes de ces débordements et qu'est-ce qui devrait être fait en termes de règles d'usage définies collectivement pour pallier ces problématiques. Et notamment, ce qui nous intéressait, c'est lorsqu'on a vu que des techniciens se connectaient tous les dimanches soirs, y compris à leurs vacances, avant de reprendre le travail, pour voir quels étaient les différents problèmes techniques à résoudre avant de venir au travail. Pourquoi ? Parce que dans les règles de travail, les règles de métier, un bon professionnel, c'est celui qui se connecte le dimanche soir. Et donc ce théâtre forum nous a permis d'identifier ça, à la fois ce qui se passait dans le domaine privé, mais de le rendre visible et d'en mettre en discussion. Donc l'idée, ce n'était pas d'imposer une déconnexion aux salariés qui auraient pu le vivre mal d'un point de vue professionnel, mais plutôt de redéfinir des règles de métier. C'est quoi un bon professionnel ? Comment peut-on travailler ? Comment de redéfinir des façons de faire qui soient plus en adéquation avec l'équilibre vie au travail hors travail, notamment, c'est le lundi matin qu'on doit faire un espace d'échange, d'un groupe de travail pour discuter du partage, des problématiques techniques et puis d'amorcer la journée en fonction de cette distribution de l'activité. C'est étonnant, je trouve ça top comme méthode, hein. C'est ludique, ça permet de reparler du travail, de faire changer les... Oui, c'est une simulation théâtrale, finalement. Ouais, c'est ça. Et il y a la simulation, effectivement, d'activités que des ergonomes, que Laurent Van Bellingen utilise beaucoup et que nous aussi, on utilise dans nos approches, tout à fait. Et c'est intéressant, l'objectif final, finalement, de ce que vous faites, c'est de dire que l'objectif de ça, c'est de redéfinir l'activité et non pas de lui réimposer quelque chose de nouveau ou de limiter ce qu'elle est. C'est assez intéressant cet équilibre. C'est d'avoir un peu cette conception anthropocentrée à partir, bien sûr, des usagers, des professionnels qui ont une histoire, qui ont des pratiques, qui ont une culture de métier, des règles de métier, en fonction aussi des objectifs de l'organisation, qui a des attendus en termes de performance et d'efficacité, puis aussi en termes de ressources technologiques ou sociotechniques, plus largement, sociotechniques. C'est-à-dire que les technologies, pour moi, elles ne sont pas, comme le disait je crois que c'est un sociologue des usages, Alsen, si la technologie ne détermine pas tout, elle ne détermine pas rien pour autant, il y a toujours une certaine logique structurante à l'œuvre. Parce que dès lors qu'on met un artefact, ça va modifier encore une fois l'activité. Ça va modifier le travail qui est à faire et la façon de faire ce travail. Donc la technologie aussi donne des horizons possibles. Et nous, notre rôle, c'est aussi que ces horizons possibles soient favorables au développement de l'activité et à la création de valeur et de sens dans le travail. Quand on parle de rapport entre usage des technologies et santé au travail, notamment dans le travail à distance, il est vrai aussi que comment, finalement, de l'inutilité ou de l'inadéquation de certaines technologies renvoie aussi à la propre inutilité ou inefficacité de l'utilisateur, qui ne peut pas réaliser son travail, qui ne trouve pas de sens à ce qu'il fait ou qui est empêché de faire son travail tel qu'il souhaiterait le faire. Et donc, on regarde dans quelle mesure ces technologies sont, alors là, je reprends des termes en ergonomie, sont à la fois utiles, donc répondent aux besoins réels des individus, sont à la fois utilisables, donc sont utilisées avec un certain confort d'utilisation, créent une expérience utilisateur favorable, sont accessibles, ne pas l'oublier, c'est-à-dire qu'elles soient aussi adaptées à un public à besoins spécifiques. Et ça, on l'oublie trop souvent parce que, à la fois, les technologies peuvent être aussi des vecteurs d'intégration professionnelle et sociale, mais nous-mêmes, avec la longévité professionnelle et le relogement du départ en retraite, on va nous aussi développer des déficiences, et donc les technologies pourront nous permettre peut-être de compenser, de pallier ces lacunes, ces fragilités. Et quatrième aspect, c'est l'acceptabilité et l'acceptation de ces technologies, c'est-à-dire le sens et la valeur que prennent ces outils dans notre activité. Autrement dit, il ne faut pas simplement que ces technologies s'intègrent dans l'activité, à savoir qu'elles soient utiles, utilisables et accessibles, mais aussi il faut qu'elles s'incarnent dans cette activité, c'est-à-dire qu'elles soient acceptables, qu'elles respectent notre sens et nos valeurs. Et donc toute la difficulté, c'est aussi de prospecter le devenir de cette activité au travers de technologies qui vont arriver, surtout des technologies émergentes. Et donc, on développe aussi des outils et des méthodes pour pouvoir prospecter quel sera le projet de cette activité dans ses devenirs acceptables, favorables ou défavorables, ou inacceptables.
Alors il y a différentes méthodes qu'on utilise. Alors il y en a une qu'on emploie, c'est la simulation d'activité, je l'avais cité déjà, qui marche plutôt bien. On l'utilise par exemple, nous, dans le déploiement de solutions à base d'intelligence artificielle pour le maintien de personnes fragilisées dépendantes au domicile. C'est des outils, des assistants vocaux qui sont sensibles au contexte et aux activités à réaliser. Et l'idée, c'est qu'on va, par exemple, recréer l'habitat de la personne et lui demander de réaliser ses activités quotidiennes au moyen d'un petit avatar. Elle se déplace dans la pièce et on lui suggère à chaque fois l'apport de l'outil qui va lui permettre de réaliser plus facilement ou plus difficilement ou plus aisément ses tâches. Et comme ça, on va voir si elle accepte ou pas le service de cet outil et qu'est-ce qu'elle va lui dire, quelles seraient les paroles qu'il lui adressera et quelles seraient les réponses que l'outil lui donnera. Comme ça, on a un ensemble d'informations pour nous permettre d'identifier à la fois les besoins de ces personnes. C'est très difficile de pouvoir exprimer des besoins quand vous avez 95 ans, 90 ans, et puis aussi elles sont très fatiguées, et sur la dynamique de l'activité. Donc on a tout un dispositif qui nous permet d'apprécier, d'identifier ces besoins, ces pratiques, et surtout de voir aussi à quel moment l'outil ne devrait pas justement intervenir pour maintenir une activité et surtout de maintenir le rôle social de cette personne dans sa vie. Je prends un exemple. Par exemple, on voit que les personnes regardent des programmes télévisés, donc sur leur journal, leur magazine, et puis vont choisir les programmes et vont planifier leur journée. Et vont se mettre des alertes pour pouvoir se rappeler, parce qu'elles oublient, qu'il y a une émission à telle heure de la journée. Et donc, cette petite tâche, elle organise une activité et une journée qui est assez vide. Et ça donne un projet. Et on pourrait dire, ça peut poser des problèmes pour des gens qui ont des problèmes de vision, qui lisent donc avec difficulté le programme. Et on pourrait dire, l'assistant vocal, il pourrait voir les programmes comme le fait Netflix, qui regarde généralement la personne, et lui proposer par défaut des émissions qu'elle va programmer au cours de sa journée et rappeler. Mais si on lui enlève ça, on lui enlève justement des tâches qui organisent la journée de la personne et qui donnent du sens. Donc il faut trouver un compromis, voyez, entre ce que la personne souhaiterait faire, ce qui la maintient finalement dans une activité encore une fois signifiante et engageante, et ce que l'outil va lui enlever et pourrait lui procurer à défaut, quoi. Et puis il y a aussi le magicien d'os, c'est aussi un autre dispositif qu'on utilise. Alors pareil, on l'a utilisé dans la mise en place d'une technologie à base d'intelligence artificielle pour la détection de chute. Donc c'est la chute qui est la première cause de mortalité dans des environnements domestiques. Et l'idée, ce sont des caméras et des micros intelligents qui sont capables de décrypter les scripts de chute et même les intonations vocales et les mots d'alarme des personnes pour pouvoir alerter des secours si la personne chute. Et comme c'était une sorte de démonstrateur qu'on a fait, en fait, on a fait rejouer des chutes dans une pièce à des personnes et un expérimentateur se fait passer pour la machine. Et donc, elle interagit avec la personne âgée pour lui dire « Tiens, j'ai vu que vous aviez chuté, est-ce que c'est bien, est-ce que vous avez mal, pas, il faut que j'alerte ou pas ?» Si elle ne répond pas, etc. Donc, on simule finalement une interaction avec le dispositif technique. Au lieu que ce soit la machine, c'est un être humain qui indique. Et comme ça, on voit un peu comment la personne réagit. Ce qui est intéressant dans ces simulations d'activité, pour voir le devenir de l'activité, le rôle que joue la technologie justement dans cette activité, de l'activité de la personne et surtout de l'activité à risque de chute. On voit comment la technologie a toujours un impact, encore une fois, un artefact, ça a toujours un impact sur l'activité. Dans l'activité que je fais, mais aussi dans la façon que je fais. Alors, soit des activités conscientes ou inconscientes comme la chute, parce que la chute, ce n'est pas une activité consciente, c'est complètement spontané. Et on voit qu'effectivement, des personnes chutaient beaucoup plus brutalement et criaient beaucoup plus fort quand on avait cette technologie de détection de chute. On s'est interrogé, on dit pourquoi, même si c'était avec le magicien 12, avec quelqu'un qui jouait ce rôle de la machine. Et on a remarqué que c'était souvent les gens qui avaient, vous savez, un bracelet de télé-alarme qui criaient ou qui chutaient plus fort. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disaient, mais moi, quand je chute, et quand je suis un peu conscient, j'appuie sur un bouton. C'est une technologie tangible. Or là, c'est un système, ce qu'on appelle ubiquitaire ou pervasif, c'est-à-dire qu'il y a des caméras qui sont réparties dans l'environnement, mais je n'ai pas accès direct, je n'ai pas une interaction directe. Et donc, pour que je sois sûr que la caméra identifie bien que je chute, eh bien je vais crier plus fort et je vais tomber beaucoup plus fort pour qu'elle reconnaisse bien que je chute. Et à l'inverse, vous aviez des gens qui
aurait pu éviter la chute si elle se laissait tomber, mais en voulant l'éviter, tombe plus brutalement. Pourquoi ? Parce que l'appareil, la caméra, elle rend compte des chutes à l'environnement familial. Or, si vous chutez trop fréquemment, la famille a peur, elle vous envoie en EHPAD. Et du coup, les gens auraient pu tomber pour une petite chute, mais en voulant éviter de chuter pour qu'elle soit remarquée par la caméra, elle provoque une chute beaucoup plus intense qui leur fait mal. Donc on voit qu'une activité, quand il y a une technologie, elle est toujours adressée, c'est toujours pareil, adressée à quelqu'un ou à quelque chose, en l'occurrence au dispositif qui va rendre compte de cette activité. Bon, on quitte un peu l'activité de travail le travail. Ouais, mais ça peut rester sur les personnes qui sont dans le maintien dans l'emploi, on est exactement là. Oui, on retrouve ça dans tout type de situation, à mon avis. Et puis pareil, alors, dernière chose aussi, pour rajouter, qui est importante aussi, c'est que quand on met en place une technologie, quelle qu'elle soit, donc ça peut être, j'ai pris l'exemple du domicile, mais ça peut être dans l'exemple du travail ou d'une organisation industrie, c'est qu'il faut toujours essayer d'appréhender l'écosystème dans lequel va être déployée cette technologie pour aussi envisager les implications que cette technologie a sur l'entourage professionnel ou social de ces personnes. Parce que les autres sont des prescripteurs ou des proscripteurs de l'usage de l'outil. Et qu'eux-mêmes vont être impactés directement ou indirectement par l'outil. Donc on regarde dans un système d'activité global comment la technologie va modifier, encore une fois, l'organisation, les pratiques, les liens, les relations, les compétences de cet ensemble, pour pouvoir aussi développer une technologie qui s'intègre dans cet ensemble socio-professionnel humain. D'où l'intérêt aussi de suivre, de bien analyser l'activité et puis le contexte, que si on caricature et qu'on se retrouve dans une situation où on doit rendre compte, par exemple, des erreurs qu'on fait, on peut arriver on peut créer après, voir des stratégies de régulation des travailleurs qui vont, par exemple, chanter le dispositif pour ne pas avoir à rendre compte de leurs erreurs et puis ne pas se faire taper sur les doigts par le manager, si on caricature. Hein. Mais ça, c'est des choses qu'il faut aussi qu'on prenne en compte, nous, en tant qu'ergonomes, ou puis même plus généralement en tant que prescripteur, quand on accompagne dans la mise en place d'un outil. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode, Monsieur Bobillier-Chaumont. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à rajouter ou quelque chose. C'est une bibliographie. Oui, alors on a, avec des collègues, si la question des transformations digitales vous intéresse, on a écrit un bouquin qui est sorti aux éditions en anglais Wiley et en français chez l'éditeur IS, qui s'appelle « Les transformations digitales à l'épreuve de l'activité ». C'est un ouvrage œcuménique, pluridisciplinaire, avec des apports de l'ergonomie, de la psychologie du travail, des sciences de gestion, de la sociologie des usages, et toutes ces contributions pour objectif de justement comprendre le rôle, la fonction, les contributions de ces transformations digitales actuelles et à venir, celles émergentes, pour l'activité et le développement des professionnels au travail. Merci beaucoup. Donc on remercie pour cet épisode aussi l'équipe de rédaction. Donc on a Théo et moi qui ont fait l'épisode, mais il y a également Eva qui était en plus chef opératrice du son, que vous pouvez écouter actuellement, et Thibaut qui était à la rédaction. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. On vous remercie, on vous revoit pour la prochaine fois, sachant que, avant de partir, Théo, dis-moi, on n'a pas un Patreon maintenant pour cette saison? Il me semble que pour cette saison, oui, on change de méthode de financement et puis on a ouvert donc une page Patreon et on vous invite tous à vous rendre dessus si vous souhaitez nous accompagner dans cette aventure et dans cette saison 2, à nous soutenir tout au long de l'année. On vous retrouve pour un prochain épisode. Au revoir.